Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire Face aux chrétiens, une émission organisée en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Nous accueillons aujourd'hui Yves Gégaud qui a été candidat à la présidence de l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, candidat malheureux mais il en sera sûrement l'un des vice-présidents, d'après ce qu'on peut savoir. Et il est aussi député de Seine-et-Marne, maire de Montereau. Yves Gégaud, bonjour. Bonjour. Vous allez être interrogé pour ce Face aux chrétiens par 3 journalistes. Corinne Laurent de La Croix. Bonjour. Alain Baron de Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Mazneau de RCF. Bonjour. Alors, une question, on va parler de l'actualité, on va commencer par l'actualité. En ce moment, on parle beaucoup des maires de France, puisqu'il y a le congrès de l'Association des maires de France. Et on entend les maires un peu rouspéter contre le gouvernement, mais est-ce que les municipalités n'auraient pas aussi leur part et ne devraient pas, elles aussi, faire un peu de sacrifice pour réduire cette dette de la France ? Bien sûr. Bien sûr, la dépense publique, elle pèse sur l'État, elle pèse sur les collectivités locales, donc les mairies, elle pèse aussi d'ailleurs sur tout ce qu'on appelle les outils du paritarisme, donc aussi sur les partenaires sociaux. Il faut qu'on prenne notre part. Ce qu'on reproche au gouvernement, c'est 2 choses essentielles. D'abord, il ne nous donne pas de lisibilité sur les aides de l'État dans les années qui viennent. Et gouverner une ville, c'est prévoir. Et quand on ne sait pas ce qu'on va toucher comme aide de l'État l'année prochaine ou l'année suivante, ça ne permet pas d'anticiper. Et puis deuxièmement, les baisses sont drastiques et elles nous obligent à faire des efforts sur le fonctionnement. Alors quelquefois, ça peut être plutôt sain parce qu'il y a eu sans doute des dérives en termes d'embauche, en termes de dépenses de fonctionnement, mais aussi, hélas, sur l'investissement. Et là, c'est dramatique parce que l'investissement local, quand on construit un théâtre, un gymnase, une école, c'est de l'entreprise, c'est de l'emploi, c'est de l'activité. Et là, on a très peur que l'effet des baisses de crédit, de dotation de l'État sur l'investissement ne participe à renforcer la crise et à créer plus de chômage. C'est là, on dit au gouvernement, participez à un plan d'effort, oui, si on a de la lisibilité, mais attention à ne pas couper l'investissement, parce que s'il n'y a plus d'investissement, c'est l'économie tout entière qui s'effondre. Déjà que les autres secteurs ne sont pas en bonne santé, il faut essayer de préserver celui-là. Eh bien, prenons l'exemple de votre ville, Montereau, en région parisienne. Où est-ce que vous allez faire des économies ? Sur quoi ? Sur plein de petites choses qui additionnées permettent de faire, d'abord malheureusement, en termes de fonctionnement, sur des contrats qu'on ne va pas renouveler, sur des gens qu'on a pu embaucher pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an, qui ont trouvé leur place et leur utilité et qu'on ne va pas garder. Moi, je vais supprimer une 30aine de contrats sur les quelques 350 temps plein de la mairie. Comment voulez-vous faire autrement quand on a moins de dotation ? Et puis ensuite, sur des dépenses du quotidien. Alors, on focalise toujours sur les dépenses de communication, sur les dépenses de petits fours. Ça fait bien longtemps qu'on n'en sert plus dans les réceptions de la mairie, qu'on les a remplacés par des chips. C'est dans la gestion d'une ville, mais comme d'une entreprise ou comme d'un budget familial, c'est plein de petites choses qui, s'additionnant, permettent de faire des économies. Si on veut faire quoi ? Ne pas augmenter les impôts. Quand même, dans ces moments où le gouvernement a déjà prélevé 50 milliards de plus sur les pauvres Français, de ne pas en rajouter avec les impôts locaux et essayer d'être le plus raisonnable possible. C'est un combat difficile, il ne faut pas penser que faire de l'économie sur de la dépense publique, c'est simple et qu'il n'y aura qu'à claquer dans ses doigts. D'autant plus difficile si on a une analyse un peu plus macroéconomique, c'est que dans la dépense publique, dans les 1200 milliards de dépenses de notre pays, la part des collectivités locales, ça représente assez peu. Et que tant qu'on ne s'attaquera pas en termes d'économie à ce que j'appelle la dépense sociale, la sécurité sociale, les caisses de retraite, le 1% logement, tout ce qui est géré par le paritarisme, eh bien, on aura des risques de maintenir un déficit beaucoup trop haut. Bon, on va poser une question, maintenant qu'on sait que la mairie de Montereau est au régime chips. On va vous poser une question sur l'actualité avec Alain Baron de Radio Notre-Dame. Oui, Monsieur Gégaud, votre parti, l'UDI, est réputé très européen. Le pape François était à Strasbourg il y a 2 jours. Qu'avez-vous retenu de cette visite ? D'abord, la force évidente de l'image du pape devant les députés représentant 500 millions d'Européens, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit. Il venait s'adresser à travers les députés européens à 500 millions d'habitants du monde qui vivent sur le continent européen. Et comme toujours avec ce pape, moi j'ai retenu cette idée qu'il essaye de ramener les sujets à l'essentiel, à l'homme, au combat pour la dignité. Il a eu des propos sur les questions de dignité très importantes, à la question migratoire.
Moi, je partage cette idée qu'on ne peut pas laisser la Méditerranée devenir le cimetière de l'aveuglement de l'Europe et de l'Afrique. Et que tant que l'Europe ne prendra pas la dimension nécessaire pour tendre la main avec l'Afrique, pour travailler avec l'Afrique, pour faire ce que j'appelle, moi, de la co-croissance avec l'Afrique, eh bien, nous n'aurons rien compris à ce qu'est nos obligations pour l'avenir d'une génération. Et de voir ces milliers de malheureux qui viennent mourir parce qu'ils essayent d'accéder à l'opulence européenne est un problème majeur qui devrait beaucoup plus mobiliser les députés européens. J'espère qu'après avoir entendu le pape, ils sauront eux aussi revenir un peu à l'essentiel et à ces combats qui sont fondamentaux. Question de Romain Masneau de RCF. Alors, autre sujet, vous avez voté pour la loi Taubira sur le mariage pour tous. Nicolas Sarkozy, devant les militants de Sens commun, s'est prononcé pour l'abrogation. Est-ce que sur le plan juridique, selon vous, il serait possible d'abroger cette loi? Certains disent que le Conseil constitutionnel l'empêcherait. Donc, quel est votre avis? Écoutez, moi, juridiquement, ce qu'une loi fait, une autre loi peut le défaire. Moi, je suis totalement opposé à toute idée de toucher sur la loi Taubira, pour une raison assez simple. D'abord parce qu'elle a été loin de créer le désordre que prédisaient certains au moment où nous l'avons voté, et que plusieurs mois après son application, la France n'a ni changé de visage, ni changé dans ses grands équilibres, et qu'ensuite, on l'a vu, ça a été un sujet extrêmement clivant. C'est un des reproches que j'avais fait sur ce plateau au gouvernement de l'époque, d'avoir jeté des Français les uns contre les autres sur un sujet extrêmement clivant. Sincèrement, il faut maintenant passer à autre chose, il y a d'autres priorités. Je suis sûr d'une chose, c'est que le prochain président de la République, quel qu'il soit, aura d'autres priorités et que les Français attendront bien d'autres choses que lui, que de rouvrir un débat de société qui n'aurait pour seul résultat que remettre des milliers de Français dans la rue, les uns s'opposant aux autres sur ce sujet. Donc à mon sens, il est temps de passer à autre chose, et à mon sens, c'est une faute politique que ce que Nicolas Sarkozy a dit devant les plus extrémistes de l'UMP. Il a improvisé, il a cédé à la pression, comme on a dit. Certains... Moi, je n'étais pas là. Si c'est sa conviction profonde, je pense que c'est une erreur. Une question de Corinne Laurent de La Croix. Oui, nous avons célébré cette semaine la loi Veil sur l'avortement. Estimez-vous que le Parlement devait réaffirmer le principe de cette loi ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai co-signé d'ailleurs une décision, une motion du Parlement pour réaffirmer les principes de la loi Veil, qui sont à la fois la protection des femmes, pour se souvenir de quelle était la situation il y a 40 ans, des femmes qui allaient se faire avorter dans des conditions épouvantables dans des pays voisins ou dans des conditions d'obscurantisme d'une autre époque, et puis pour réaffirmer quelque chose qui me semble essentiel et qui, pour nous à l'UDI, est un combat fondateur, est au cœur de nos valeurs, qui est celui du droit des femmes, une liberté et à pouvoir gérer leur vie et leur maternité comme elles le souhaitent. Et pourquoi c'est important de le réaffirmer? Parce qu'au fond, il y a des remises en cause, parce qu'au fond, il y a une sorte de retour en arrière dans un certain nombre de pays autour de nous. On l'a vu en Espagne, on le voit dans d'autres pays, où ce droit est remis en cause. Et dans un contexte mondial où les femmes sont en train d'être les victimes des tensions qui renaissent dans le monde, il suffit d'ouvrir les yeux, de voir l'actualité dans les grands pays. Et tous les conflits, ce sont les femmes les premières victimes. Je pense qu'il est très important de réaffirmer, au nom de la France, que ce droit fondamental est un droit qui doit rester très au cœur de nos valeurs et de la société de progrès auquel nous aspirons pour nous, mais que nous voudrions aussi voir prospérer à l'échelon de la planète face à ceux qui veulent enfermer les femmes, y compris dans des prisons de tissu. Alain Baron de Radio Notre-Dame, une question. Sur ce même sujet, si je ne me trompe pas, il y a encore 2 pays en Europe qui bannissent l'avortement, c'est Chypre et Malte. Ça vous choque? Oui, bien sûr. Bien sûr, je pense que l'Europe, c'est pas seulement un espace économique, c'est pas seulement un espace de gestion de règles budgétaires communes, c'est pas seulement un espace de libre circulation, c'est un espace puissant de civilisation et de valeurs. Et que l'image de l'Europe, vue du reste de la planète, vue de ces pays qui sont sous le coup de boutoir d'extrémistes religieux qui veulent imposer des dogmes qui ramènent la femme au Moyen-Âge, eh bien que l'image de l'Europe est importante et que, effectivement, j'espère que les autorités européennes feront pression sur ces 2 derniers pays pour qu'il y ait une vision européenne partagée de ce que doivent être les droits et les libertés des femmes.
Corinne Laurent, La Croix. Oui, puisque nous parlons d'Europe, le nouveau président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, vient de débloquer un plan de 315 milliards pour des projets publics. Est-ce que vous y croyez ? Je crois, je suis un Européen. L'UDI, nous avons quelques différences qui font que nous avons une vocation à exister, à être indépendants. C'est que nous sommes sans doute le parti qui veut défendre certaines idées de l'humanisme et le fédéralisme européen. Nous considérons que dans ce monde qui change, que compte tenu des mastodontes économiques qui sont en train d'apparaître dans la planète, si on veut exister, c'est à 500 millions d'habitants et pas à 60 millions d'habitants. Avec toute cette vision portée par certains, que la France, en se refermant, en revenant à ce qu'elle était il y a 2 siècles, serait plus puissante dans le monde du XXIe siècle, nous sommes une aberration, un attentat contre le bon sens. Donc nous sommes des Européens convaincus, nous voulons une Europe fédérale, nous voulons d'abord construire un gouvernement économique, budgétaire, financier de l'euro, et que les pays de l'euro au moins se mettent autour d'une table pour gérer ensemble leur monnaie et leur stratégie économique. Dans ce sens, que l'Europe soit un levier sur l'investissement est une chose intéressante, mais sur quelle base financière ? Parce que l'Europe a autant de problèmes que ses États en matière de budget. Nous avons la chance à l'UDI d'avoir le président de la commission du budget de l'Europe, Jean Arthuis, qui est issu de nos membres, de nos adhérents et qui est le président de cette commission et qui vous expliquerait très bien le jour où vous l'inviterez comment l'Europe n'est incapable à faire face à la moindre dépense. Ça pose une question sur laquelle à l'UDI nous sommes très mobilisés. Il faudra une fiscalité qui permette à l'Europe d'avoir une recette propre parce que l'Europe ne peut pas continuer de dépenser à crédit sur le dos d'États super endettés qui n'ont déjà plus d'argent. Mais cet investissement, est de nature à relancer l'activité, créer des emplois. Est-ce que c'est suffisant, pas suffisant, selon vous, ce plan Juncker ? Si ce plan est une réalité qui permet de mobiliser des fonds qui existeraient quelque part, oui. Si ce plan est un affichage de façade qui permet d'accroître les déficits à tous les échelons, non. C'est ça la vérité. Il faut d'abord dépenser de l'argent qu'on a, pas de l'argent qu'on espère avoir. Ensuite, effectivement, l'investissement est nécessaire à l'échelon de l'Europe. Sur quel sujet ? La transition énergétique. Il faut que l'Europe ait une autonomie en matière énergétique qui fasse qu'elle ne dépende plus du gaz russe ou du pétrole d'autres pays. Il faut notre indépendance. Moi, je suis quelqu'un qui est favorable à l'indépendance de l'Europe. Donc, il faut cette indépendance énergétique. Des grandes infrastructures. Il serait temps qu'on crée l'Europe des TGV et que nos grandes villes soient reliées entre elles par des TGV. Il serait d'ailleurs peut-être temps qu'on envisage des fusions des entreprises publiques de transport ferroviaire. Je suis pour ma part favorable à ce qu'on marche vers la fusion de la Deutsche Bahn avec la SNCF pour commencer à avoir des outils à l'échelon de l'Europe. Il y a donc dans ces fonds éventuels, s'ils sont réels et s'ils ne sont pas qu'une dette de plus, évidemment une stratégie de développement de croissance à avoir. Et puis il y a ce que nous disions au début d'émission, la main tendue à l'Afrique. Vous savez que Jean-Louis Borloo, qui a quitté la politique, veut investir son énergie dans une fondation pour aider l'Afrique à accéder à l'énergie, justement, à l'énergie propre. Eh bien, l'Europe pourrait être un puissant outil pour faire de la co-croissance avec l'Afrique. Il y a derrière ce sujet-là des sujets pour nos entreprises, d'emploi sur notre territoire, mais aussi la question migratoire. Le pape l'a dit très clairement, il faut aider à soigner les sources de l'immigration plutôt qu'à combattre les immigrés. Et les sources de l'immigration, elles passent aussi par une Afrique qui monte en puissance en matière énergétique. Tout ça, c'est des investissements qui sont gagnants-gagnants. Tout ça sont des investissements que nous pourrions faire si nous avions des finances saines, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, malheureusement. Voilà pourquoi il faut lutter contre les déficits, pas pour se faire plaisir, pour pouvoir investir pour l'avenir. Mais Yves Gégaud, de manière très concrète, cet argent européen, ces 300 millions, en France, puisqu'on veut créer des emplois, à quoi pourrait servir cet argent ? Vous nous dites le rapprochement entre la Deutsche Bank et puis la SNCF. La Deutsche Bahn. La Deutsche Bahn et la SNCF, oui, bien sûr. Ce serait un hybride un peu compliqué. Et est-ce que ça ne va pas créer des emplois ? Comment bien utiliser cet argent ? Je vous donne un exemple que je porte moi. Un des leviers de l'économie de l'avenir, c'est le tourisme. Il y a 1 milliard de touristes dans le monde aujourd'hui. Dans 15 ans, 15 ans, c'est demain, c'est l'âge de KTO, c'est demain. Oui. Dans 15 ans, il y aura 2 milliards de touristes dans le monde. La France accueille 80 millions de touristes. Laurent Fabius, le gouvernement, porte l'idée qu'on peut monter à 100 voire 150 millions de touristes. Il faut de nouvelles infrastructures. Je porte dans ma commune, à Montrond, un projet de parc touristique historique.
autour de l'histoire de France entre 1789 et 1815, vous voyez, Napoléon. à peu près autour de l'épopée napoléonienne. Ce parc, il peut créer 500 emplois. Ce parc, il peut être le générateur d'une activité touristique non délocalisable. Ce parc a besoin de financement qui pourrait parfaitement rentrer dans cet objectif européen. Et des projets de cette nature-là, on peut les décliner sous une condition simple, qui soit réalisable rapidement, qui produisent de l'emploi et qui soient sur des créneaux économiques porteurs d'avenir et pas des créneaux du passé. Eh bien, à partir du moment où on a fixé ça, moi je vous fais le pari qu'en quelques semaines ou en quelques mois, le gouvernement français peut poser sur la table de l'Europe des projets aptes à être financés tout de suite, à condition, encore une fois, que l'annonce faite par Juncker ne repose pas simplement sur des crédits fantômes, virtuels, parce que, je le redis aujourd'hui, l'Europe n'a pas de budget propre parce qu'elle n'a pas de ressources propres, et l'Europe, au fond, n'est que l'addition des déficits des pays qui la composent, et que sur cette base-là, on ne peut pas faire grand-chose. Une question de Romain Masneau, de RCF. Toujours à propos d'Europe, à propos du barrage de Sivins, est-ce que la Commission est dans son rôle lorsqu'elle lance une procédure d'infraction contre la France pour savoir si elle a respecté les directives européennes en matière d'environnement? Est-ce que Bruxelles doit décider à notre place? Et deuxième question, est-ce que ce n'est pas un peu surprenant dans la mesure où l'Europe est cofinanceur du projet à hauteur de 25%, que l'Europe semble se réveiller maintenant? Ce qui est surprenant, c'est le timing. On peut se demander s'il n'y avait pas malheureusement eu un mort dans des conditions aussi abominables, si l'Europe aurait bougé sur ce sujet. Donc c'est donc inquiétant sur la capacité qu'a les instances européennes à vérifier l'utilisation des crédits dont ils disposent. Parce que c'est ça la légitimité de l'Europe, c'est qu'effectivement elle gère des crédits, et puis de vérifier l'application des directives qu'elle émet sur la protection et la sécurité en matière d'approvisionnement en eau, ça me semble le minimum. Je crois qu'il y a dans ce dossier... ce dossier nous parle de tout le mal français. Il faut savoir que le dossier du barrage en question, il a été initié dans les années 2000, il y a 15 ans, où les normes, le monde, les attentes n'étaient pas les mêmes d'aujourd'hui, et qu'on a l'impression de voir sortir comme ça 15 ans après un projet qui manifestement a manqué de concertation, qui est utile aux agriculteurs du secteur, personne ne peut le nier non plus, et sur lequel j'ai un peu le sentiment, mais je n'ai pas de preuves, donc j'avance prudemment sur cette affaire, que Madame Royal, n'osant pas, pour des raisons politiques, aller dire au président du Conseil général socialiste du département en question qu'il avait commis une erreur, a cherché quelqu'un pour le dire à sa place, et que, en l'occurrence, Bruxelles était bien pratique. Tout ça ne donne pas une bonne image de l'Europe, et on ne construira pas une Europe fédérale, puissante, organisée, avec des méthodes de cette nature-là. C'est, si j'ose dire, dans ce dossier, il y a à peu près à chaque étape de sa conception jusqu'à sa réalisation tout ce qu'il ne faut plus faire. Une question d'Alain Baron, précisément, Radio Notre-Dame. Est-ce qu'on n'est pas un peu schizophrénique avec l'Europe? Parce que ce sont les mêmes là, qui vont se réjouir peut-être de la décision de Bruxelles sur le barrage, qui à un autre moment vont dire c'est Bruxelles qui nous impose la loi d'austérité, etc. On n'est pas un peu... Comment vous voyez la répartition des rôles? Je crois que la France a utilisé l'Europe comme bouc émissaire de tous ses manques et ses incapacités. Et que chaque fois que quelque chose n'allait pas, on expliquait que c'était la faute à l'Europe, comme si l'Europe, c'était pas nous. L'Europe, c'est nous. Les décisions prises, ne serait-ce que sur les 3% de déficit qui font souvent grief, c'est là-dessus on accroche le mot austérité, elles sont des décisions que nous avons prises, signées et acceptées collectivement sur ce sujet. Il y a deux options face à ça. Il y a ceux qui vous disent, donc, vous voyez bien que tout ça ne va pas, il faut en sortir. Beaucoup, et sans doute dans les gens qui nous écoutent et nous entendent, pensent ça. Et puis il y a ce que nous disons à l'UDI, non, au contraire, il faut faire vraiment l'Europe. Ce n'est pas l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne marche pas. Tout le monde est d'accord pour dire qu'elle ne marche pas. Mais ne tirons pas une conclusion hâtive en disant qu'il faut jeter l'eau du bain avec le bébé. Il faut au contraire faire une vraie Europe fédérale, une vraie Europe démocratique. Nous sommes partisans, par exemple, à l'UDI de l'élection du président de l'Europe au suffrage universel des Européens pour avoir quelqu'un de puissant, y compris pour aller parler avec M. Poutine, et capable d'avoir une légitimité politique, pour que cette Europe, on voit à quoi elle nous sert, et elle nous servira à quoi? L'Europe, c'est notre porte de sortie de la crise. Nous ne sortirons pas de la crise par le bas, par l'enfermement, dans la cave. Nous sortirons de la crise par le haut, en nous ouvrant au monde, en étant assez puissants pour inventer le 21e siècle. Et c'est l'Europe qui peut inventer le 21e siècle. Et je retrouve dans le discours du pape à Strasbourg tous les éléments d'une volonté d'une Europe porteuse d'emploi, d'activité, de dignité, de valeurs de civilisation, et qui s'ouvre sur le monde. Alors il faut faire plus d'Europe, il faut apprendre aux Français à réaimer l'Europe, et il faut effectivement
que les gouvernements cessent, comme peut-être l'a fait Madame Royal avec le barrage de Sivins, de faire de l'Europe le porte-drapeau de toutes les décisions courageuses qu'il faudrait prendre et qu'on n'ose pas, nous, assumer à l'échelon national. On a tué l'Europe avec ça, il faut lui redonner de la vigueur. Nous sommes les seuls, l'UDI est le seul parti politique qui porte cette ambition, cette vision. Nous sommes les seuls Européens. Eh bien, je crois que c'est sur cette base-là qu'on peut construire une nouvelle force politique et que l'Europe, c'est les nouvelles frontières de la France. Merci Yves Viego pour ce plaidoyer pro-européen très, très ambitieux et très déterminé. Très sincère, nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens avec Yves Viego, député de Seine-et-Marne, maire de Montereau, et nous nous retrouvons dans un très court instant. À tout de suite. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de Face aux chrétiens avec Yves Viego, député UDI de Seine-et-Marne, maire de Montereau. Nous allons parler maintenant de la situation de la France, de la manière de relever un peu la France. Vous allez être interrogé, comme tout à l'heure, par Corinne Laurent de Lacroix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors, voyons d'abord la situation de la France. Les critiques s'amoncellent contre ce gouvernement français. Qu'est-ce qui, à votre avis, n'a pas été fait et aurait dû être fait, qu'il pouvait faire, ce gouvernement, pour arriver à la situation actuelle, pour ne pas arriver à la situation actuelle, justement? Beaucoup de choses. D'abord, le plus grave, c'est quoi? C'est la panne d'idéal. On ne sait plus où on va. Et ça se traduit comment? Regardez les trois plus grands partis politiques de France, le Parti Socialiste, l'UMP et le Front National, sont en train tous de réfléchir pour savoir s'ils ne vont pas changer de nom. Quand vous ne savez plus comment vous appelez, c'est qu'en général, vous ne savez plus qui vous êtes et qu'à fortiori, vous ne savez plus où vous allez. Et je crois que c'est ça le cœur du sujet. C'est quelle est l'ambition, quel est le chemin français des années qui viennent? Où est-ce qu'on va? Et pourquoi est-ce qu'il faut faire les choses? Pourquoi est-ce qu'il faut faire des réformes? Pourquoi est-ce qu'il faut adapter notre logiciel à un monde qui a changé? C'est ça la vérité politique d'aujourd'hui, c'est que le logiciel du 19e, du 20e, de la fin du 20e siècle n'est plus adapté au 21e siècle. Et on a le sentiment d'avoir un gouvernement qui veut rentrer dans le 21e siècle en reculant, en regardant derrière et en ne regardant pas devant. On a cette réalité pédagogique d'abord. Ensuite, il y a une réalité économique. Oui, justement, Yves Viego, c'est quand même pas avec un idéal, avec des grandes idées qu'on fait baisser le déficit d'un pays. Et il y a des mesures concrètes. C'est pas en étant face aux chrétiens que j'aurai l'outrecuidance d'expliquer que l'idéal n'est pas le moteur qui peut changer le monde. Et que le discours politique doit d'abord être fondé sur l'idéal. Et qu'ensuite, il y a des effets mécaniques, il y a une organisation mécanique. Sur l'économie, par exemple, nous plaidons à l'UDI pour une chose qui est à la fois révolutionnaire et qui est tellement difficile qu'aucun homme politique n'ose même en parler, c'est la révolution fiscale. Tant que nous n'aurons pas dénoué le nœud d'une fiscalité instable, injuste, incompréhensible, tant que les gouvernements, chaque fois qu'ils arriveront, mettront plus d'impôts et plus de prélèvements sur les Français, pas seulement en nombre, mais aussi en nombre d'impôts différents. Qui comprend la fiscalité française ? Mais personne, à part quelques spécialistes de Bercy. Eh bien, il y a dans la remise à plat de notre fiscalité à réintroduire de la justice. Paradoxalement, aujourd'hui, si on veut plus de recettes pour la chose publique, il faut baisser les impôts. On a trop augmenté les impôts, donc l'argent ne rentre plus. Donc il faut baisser les impôts massivement, il faut stabiliser la fiscalité, la simplifier. 750 impôts et taxes en France. Il y en a 25 ou 30 ou 50 en Allemagne. Il faut qu'on ait une fiscalité plus simple. Oui, il y a beaucoup de choses que ce gouvernement n'a pas fait, qu'il aurait dû faire sur la réforme du système éducatif. Moi, je ne me satisfais pas d'une école de la République où 150 000 jeunes décrochent chaque année et on les retrouve dans des conditions extrêmement difficiles pour leur avenir. Oui, il faut 2-3 réformes restructurantes, fondamentales, pour dire aux Français, voilà l'idéal, voilà où nous allons et voilà comment on va le faire pour l'aller. Les Français n'attendent que ça. Ils n'attendent pas un sauveur, ils attendent de la
pédagogie et ils attendent un discours clair sur ce que nous allons faire, comment nous allons le faire et pourquoi nous allons le faire. Et je pourrais, mais je ne veux pas être trop long, mais vous donner tellement d'exemples sur des espoirs déçus par ce gouvernement, des promesses qui semblaient aller dans le bon sens et qui meurent à coup de médiocrité politique ou à coup d'incompétence. Une question de Romain Masneau de RCF. Alors justement, pour continuer sur les mesures concrètes, il y a un rapport franco-allemand qui doit être publié ce jeudi et qui préconise plus de flexibilité sur le marché du travail, un assouplissement des 35 heures et même un gel des salaires pendant 3 ans. Est-ce que sur ces 3 points, vous êtes d'accord ? Sur le gel des salaires, moi je ne suis pas d'accord. Il faut que l'économie, quand elle produit de la richesse, fasse en sorte que cette richesse soit partagée avec ceux qui sont les acteurs de l'économie. Donc la question qui se pose sur l'économie française, c'est de la compétitivité de nos entreprises. Donc il y a une question de coût de production du travail et puis la complexité de la vie de l'entrepreneur en France et de l'entreprise en France. Ce qui est dit dans ce rapport va dans le bon sens, mais il faut aller plus loin. Moi, je suis pour qu'on réécrive nos grands codes. Le code de la construction, le code pénal, le code du travail, le code de l'environnement sont devenus des constructions architecturales incompréhensibles, faites au gré de couches de sédimentation de lois que chaque gouvernement vient porter pour répondre aux questions d'actualité qui se posent sur tel ou tel sujet. Il faut réécrire nos codes. Et à cette occasion-là, oui, le choc de simplification est une vraie fausse promesse d'un gouvernement qui a dit on va simplifier et qui, au fond, passe son temps à complexifier. Le code du travail est un bon exemple, puisque vous parliez de ce rapport franco-allemand. Il faut réécrire le code du travail français pour le rendre plus simple, plus lisible, plus applicable, et pour lever un certain nombre de contraintes qui, sous prétexte de protéger des salariés, en fait, empêchent les entreprises d'embaucher. Il y a un travail gigantesque qui ne peut plus être fait au cas par cas. On ne peut plus prendre un petit morceau du système et dire on va essayer de régler ça parce que ça veut dire qu'on met des pansements. Moi, je pense qu'il faut passer du pansement à la chirurgie et qu'il faut réécrire nos logiciels et qu'il faut avoir un vrai choc politique et que ça ne peut plus se faire aujourd'hui. Sur les 35 heures, vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'il faut revoir complètement les 35 heures ? Nous sommes partisans à l'UDI d'une règle assez simple, si on veut essayer de monter un peu le focus, qui consiste à dire qu'il faut toujours mieux le contrat que la loi. La loi, elle impose, mais souvent la loi, elle complexifie, elle ne protège pas. Nous sommes pour la contractualisation. Et sur les 35 heures, nous sommes favorables à une chose claire, c'est de laisser la liberté aux entreprises, avec leurs salariés, de négocier, dans le cadre de ce que les textes européens, de négocier du temps de travail des entreprises. Ça doit être fait sur la base de négociation et pas sur des bases de réglementation. Le Parlement, l'État, la centralité s'occupe de beaucoup trop de choses. Voilà. Qu'on fixe des grands principes et qu'on dise aux entreprises négocier le temps de travail. Parce que le temps de travail dans une entreprise industrielle, dans une entreprise touristique ou dans une entreprise de service n'est pas le même et qu'il n'est pas le même à Lille, qu'à Pau ou à Lyon. Et qu'il faut laisser cette liberté-là. Donc vous voyez, on est pour une logique politique de dire le contrat vaut toujours mieux que la loi. Et nous voulons être ceux qui portons cette idée, moins de lois et plus de contractualisation. Une question maintenant de Alain Baron, Radio Notre-Dame. Vous parliez de fiscalité il y a quelques instants. Le gouvernement, après avoir massivement augmenté les impôts, a réduit une tranche d'impôt, a supprimé une tranche d'impôt, la plus basse. Est-ce que ce n'est pas une erreur ? Est-ce qu'il ne faudrait mieux pas associer le maximum de citoyens au paiement de l'impôt ? Vous mettez le doigt sur ce que j'expliquais. Tant qu'on fera des morceaux de réforme, nous avions fait à notre époque, l'ancienne majorité, la suppression de la taxe professionnelle. François Mitterrand disait c'est un impôt imbécile. Oui. On l'a remplacé par un impôt encore plus imbécile. Tant que vous faites de la réformette, que vous voulez toucher un petit bout du système et que vous ne le remettez pas à plat, vous courez le risque que ce que vous faites produise l'effet contraire de ce que vous voulez. Pour revenir à votre question, moi je trouve que cette idée de la suppression d'une tranche pour nos concitoyens pour entrer dans l'impôt, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui ne payent pas l'impôt, est au fond très malsaine en termes d'approche. Il faut que chacun participe. Moi je suis favorable à la création d'un impôt forfaitaire, minimum. Une flat tax ? Alors, non. On peut discuter aussi de la flat tax pour ceux qui payent l'impôt, mais pour ceux qui ne payent pas l'impôt, qu'ils payent un impôt forfaitaire annuel pour contribuer au fonctionnement de l'État. 30, 40, 50 euros, fixons-le ensemble. Mais chaque année,
tout citoyen vivant sur le territoire français devrait avoir acquitté un impôt minimum forfaitaire, y compris ceux qui vivent des minima sociaux, qui pourraient prélever 30, 40 ou 50 euros sur leurs minima sociaux pour payer l'impôt forfaitaire sur ce sujet. Mais on voit bien que dès qu'on touche sur la question de l'impôt, si on prend juste un petit bout du dispositif et qu'on veut le changer, c'est ce qu'a essayé de faire le gouvernement pour essayer d'amoindrir la charge sur les tranches les plus basses, bien au fond, on crée plus de problèmes qu'on en règle. Et il y a donc un double problème sur les impôts. Il y a trop d'impôts. Trop d'impôts à tuer l'impôt ne rentre plus. Je suis membre de la commission des finances à l'Assemblée. Je peux vous dire qu'en 2015, les recettes fiscales prévues par le gouvernement sont d'ores et déjà fausses. Et que quand le gouvernement dit l'impôt sur le revenu me rapportera tant, il sait qu'il ment et que l'impôt ne rentrera pas à ce niveau-là. Et puis donc moins d'impôts globalement. Et deuxièmement, il faut simplifier l'imposition pour que les gens y comprennent quelque chose. Il n'est pas normal que ceux qui nous écoutent ne sachent pas aujourd'hui ce qu'ils vont payer d'impôts. Ils connaissent le revenu. Ils ne savent pas ce qu'ils vont payer d'impôts, c'est la surprise lorsqu'on reçoit la feuille du service des impôts. C'est le système le plus malsain qui tue l'idée républicaine du consentement à l'impôt. Le consentement à l'impôt doit être fondé sur quelque chose de beaucoup plus simple. Tant qu'on n'aura pas fait ça, tant qu'on n'aura pas revu la fiscalité, tant qu'on n'aura pas simplifié la fiscalité, tant qu'on n'aura pas diminué la fiscalité, on ne réglera rien aux problèmes économiques de notre pays. Merci. Une question maintenant de Corinne Laurent, de La Croix. Oui, pour rester quand même un petit peu sur les impôts, vous voyez bien, vous voulez 2-3 réformes structurantes, et notamment les impôts. Si vous touchez à un impôt, vous voyez bien qu'à chaque fois se lève une corporation. Comment est-ce qu'on réforme aujourd'hui le pays ? Est-ce qu'il faut avoir des compromis ou passer en force ? C'est vrai. Vous posez, au fond, c'est la seule question. Ce qu'il faut faire, je pense que tout le monde, en tout cas toute la classe politique, pourrait se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire. La vraie question, c'est comment le faire. Mais alors pourquoi vous ne le faites pas avec le gouvernement ? Parce que le gouvernement ne le veut pas. Nous sommes une opposition constructive. On a voté quelques textes du gouvernement quand ils allaient dans le bon sens, mais le gouvernement ne pratique pas la majorité constructive. Chaque fois qu'on lui fait une suggestion, il nous renvoie dans nos buts. Donc on est donc clairement dans l'opposition sur ce sujet. Mais sur la méthode, comment faire pour faire passer la France de sa situation à une nouvelle étape ? C'est au fond la question la plus difficile. Dans les siècles passés, quelquefois, il y avait un événement dramatique, une guerre qui permettait de faire des transitions. Dieu merci, nous sommes en paix depuis 70 ans. Il faut donc qu'on trouve la méthode pour dire voilà les 3 réformes structurantes qu'il faut faire. Pour ma part, je considère que la première, c'est la fiscalité, que la seconde, c'est l'éducation, la ressource humaine, et quand je dis éducation, c'est aussi la formation professionnelle qui est au cœur, et que la troisième, c'est la dépense sociale. C'est la solidarité. Est-ce qu'on peut continuer à avoir une dépense sociale aussi élevée et à continuer à avoir des gens qui meurent de faim dans nos rues et avoir un système aussi compliqué ? Eh bien, sur ces 3 réformes fondamentales, il faudra que ceux qui seront candidats en 2017 s'engagent et que dès leur arrivée, ils soient prêts à les mettre en œuvre. Une des grandes critiques que nous faisons à l'UDI du gouvernement actuel, c'est qu'après 10 ans d'opposition, ils sont arrivés au pouvoir les bras ballants, incompétents, incapable de savoir ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, dans le premier mois du Parlement François Hollande en 2012, l'Assemblée nationale a fait quoi ? Elle a détricoté 3 textes de son prédécesseur, elle n'avait rien à mettre sur la table. Il faut que l'opposition travaille. Elle ne le fait pas aujourd'hui. Et moi, j'attends avec impatience que l'UMP soit sortie des affres de sa gouvernance pour que nous soyons capables, les partis de l'opposition républicaine, l'UMP, l'UDI, le MoDem s'ils le souhaitent, à nous mettre autour d'une table pour travailler, pour que le jour où les Français nous confieront le pouvoir, nous soyons prêts, dans les 3 mois qui suivent notre arrivée, à mettre en œuvre des réformes structurantes qui ne pourront être acceptées par les Français que si nous en avons fait les thèmes de nos campagnes électorales. Une question de Romain Masneau de RCF. À propos de la réforme territoriale, donc, cette réforme a été adoptée par les députés avec ces 13 grandes régions. Est-ce que vous comprenez qu'on ait redessiné comme ça la carte de France avant de définir finalement les compétences de ces régions ? C'est le doigt sur ce que j'évoquais tout à l'heure. L'absence de méthode tue même les bonnes idées. Moi, j'étais favorable à une réforme territoriale qui dise moins de collectivités locales, moins d'élus, moins de dépenses, plus d'efficacité. Et dans ce cadre-là, je l'ai dit au président de la République, quand il a reçu l'UDI, à l'époque j'en étais le président par intérim, je lui ai dit que nous étions favorables à l'idée d'avoir des plus grandes régions. Mais des plus grandes régions qui soient d'abord la première étape d'une réorganisation territoriale claire, connue de tous, qu'on sache qui va faire quoi demain,
que le gouvernement est incapable de nous dire. On a fait 13 grandes régions, on ne sait pas quelles seront leurs compétences, c'est quand même un peu gênant. Et puis la deuxième chose, c'est que ces grandes régions soient travaillées et construites sur des bases objective et pas subjective, que ce soit pas la volonté de Madame Royal avec Poitou-Charentes ou de Madame Aubry avec la région Nord qui se marie avec la volonté de tel autre leader socialiste, mais qu'on construise des régions à taille européenne. Ça veut dire quoi sur ce sujet? Ça veut dire des régions qui aient des aéroports, des universités, un accès à la mer, tout ce qui fait la vie d'une région. On a fait tout le contraire, on a fait des régions construites sur un modèle politique, de petits arrangements dans la cuisine du Parti socialiste entre amis socialistes. Ça ne peut pas marcher. Donc on voit bien que sur ces sujets, même quand le gouvernement part sur une idée qu'on peut approuver, réforme territoriale, par un manque de méthode, un manque de travail, un manque d'anticipation et un manque de vision globale, il plante le sujet, parce qu'il sera impossible demain pour aucun gouvernement de revenir sur la carte des régions pour à nouveau la redétricoter. Et donc on voit bien que la méthode compte autant, si j'ose dire, que l'objectif, et que sur ces questions fondamentales, on a un problème aux Français de dire, mais des grandes régions pour faire quoi? Qui l'a dit? Qui a expliqué pourquoi il fallait des grandes régions? Et sur quelle base on les construisait, autre que le copinage entre militants socialistes? Une question de maintenant, pour sortir un peu de la réforme régionale, de Alain Baron, de Radio Notre-Dame. Oui, ce soir, M. Gégaud, nous aurons les chiffres du chômage, de l'emploi et du chômage qui seront sans doute très mauvais. Qu'est-ce que l'UDI propose pour essayer de relever cette situation qui est quand même un cancer social? Oui, qui est un cancer social d'autant plus fort que le président de la République avait pris des engagements personnels précis, que ces engagements ont échoué, qu'il ne reconnaît pas son échec et que de ce fait, il a tué la parole publique. Parce que quand vous dites « je m'engage à inverser la courbe du chômage avant la fin de l'année » et que 2 ans après, vous n'avez pas inversé la courbe du chômage et que vous n'avez pas la capacité d'aller dire aux Français les yeux dans les yeux « voilà pourquoi j'ai échoué, voilà ce que je vais faire pour essayer de ne plus échouer la prochaine fois », vous tuez la parole publique et vous faites que ceux qui écoutent les hommes politiques disent de toute façon ils promettent, ils ne font pas et quand ils ne font pas, ils n'en tirent aucune conclusion. Donc il y a un problème de fond sur ce sujet. Concrètement. Au-delà des grandes réformes que j'évoquais, sur la réforme fiscale et autres, qui pèsent évidemment sur ce sujet. Mais en attendant, quel est le plan Orsec? Nous demandons un plan d'urgence, un plan Orsec sur ces questions-là. D'abord, c'est de sortir de l'usine à gaz du CICE, qui est une usine à gaz qui ne marche pas. La preuve, le CICE a rendu 200 millions d'euros à l'État cette année, qui n'avaient pas été utilisés par les entreprises. En faisant quoi? En baissant immédiatement les charges des entreprises sur tous les salaires, sans attendre une seconde, plutôt que d'avoir des systèmes qui disent demain vous paierez moins si ceci et si cela, il faut baisser les charges immédiatement sur ce sujet. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut relancer le bâtiment, parce qu'on sait bien, l'adage dit quand le bâtiment va, tout va, mais c'est vrai. Vous rendez-vous compte que le dernier chiffre connu sur le nombre de constructions de logements nous fait penser que cette année on va être en dessous de 250 000 logements construits. Je rappelle que François Hollande en avait promis 500 000 par an, et que ce chiffre est le chiffre le plus faible depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et que nous sommes donc sur une situation dramatique d'effondrement du secteur du bâtiment, qui doit être lancé d'abord en supprimant la loi Duflot, qui est une aberration au niveau économique sur le bâtiment, et ensuite, en ayant une politique, moi je propose la baisse de la TVA sur le bâtiment pendant les 3 prochaines années, je propose qu'on ait une TVA 0 sur toute construction de logements neufs ou réhabilitation de logements inhabités pendant 3 ans pour relancer le bâtiment. Je pourrais vous dire la même chose sur les emplois de service à la personne. C'est un secteur qui lui aussi est en train de s'effondrer. Enfin, il y a toute une série de dispositifs, de plans Orsec qui pourraient être pris tout de suite, sur lequel l'UDI est prête à voter avec le gouvernement pour peu qu'il ait le courage de prendre ses décisions. Et puis, ceci devrait évidemment s'inscrire dans un cadre de réforme restructurante plus profonde, mais je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'émission. Vous voyez, on n'est pas condamné à ne rien faire. Et quel est le problème? Pourquoi le gouvernement ne le fait pas? Oui, c'est important. Il faut analyser pourquoi il ne le fait pas. Parce qu'après tout, ce sont des gens intelligents. On peut se dire pourquoi ils ne le font pas. Parce qu'ils n'ont pas le courage de dire on a échoué. On a pris la mauvaise direction. On s'est trompé.
et on va faire tout autrement pour essayer de réussir. Et que cette absence de courage politique et de dignité politique qui consiste à savoir dire « j'ai échoué », eh bien, risque de faire que la France, pendant encore 30 mois, soit dans une situation intenable et que, pour le coup, nous allions à une catastrophe encore plus forte qu'elle n'existe aujourd'hui. C'est ça ce qu'il faut dire. Donc, que ce gouvernement ait le courage de reconnaître ses erreurs, qu'il ait le courage de porter un plan sec de relance de l'activité économique, et il aura à l'Assemblée, y compris au groupe UDI, des gens qui le soutiendront parce que c'est l'intérêt de la France qui est en jeu. Merci Yves Gégaud de ces propositions concrètes, effectivement, sur le logement, sur les constructions, avec le taux zéro. Pendant 3 ans, pour relancer. Pas ad vitam aeternam, pour relancer. Nous marquons une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens avec Yves Gégaud, député UDI de Seine-et-Marne, maire de Montereau, et nous nous retrouvons dans un très très court instant. A tout de suite. Dernière partie de ce Face aux chrétiens, organisé, comme vous le savez, en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame, avec RCF. Nous avons comme invité aujourd'hui Yves Gégaud, député UDI de Seine-et-Marne, maire de Montereau. Et nous allons parler justement de l'UDI et de la manière de reconquérir le pouvoir au sein de l'opposition. Alors, j'ai tout de suite une question à vous poser, puisque l'UDI vient de se doter d'un nouveau président. C'est une force montante, un regroupement. Mais comment vivre heureux avec un grand frère UMP comme ça, qui est sans arrêt en train de se chamailler à l'intérieur ? Comment trouver votre place, pour vous, UDI, à côté d'un grand frère comme ça ? D'abord, pour être heureux, il ne faut pas forcément vivre par procuration la vie de ses voisins. Il faut vivre sa propre vie, sa propre existence. Jean-Louis Borloo a essayé de faire quoi il y a 2 ans ? Nous sommes un jeune parti, on a 2 ans, pratiquement jour pour jour, d'existence. Il a voulu rassembler une famille politique qui était celle de Valéry Giscard d'Estaing, de Simone Veil, qui a gouverné le pays, qui a gouverné les territoires il y a 40 ans, et lui redonner sa place dans l'échiquier politique. C'est pas simple de faire une nouvelle offre politique. Il faut rassembler des hommes, des femmes, et il faut affirmer sa vision de la société. Oui, nous avons une vision de la société sur un certain nombre de sujets différente de celle de l'UMP. Si nous étions d'accord sur tout avec l'UMP, il n'y aurait pas de raison particulière que nous ayons créé une autre offre politique. Nous sommes différents sur l'Europe. Nous sommes des Européens convaincus, c'est beaucoup plus compliqué de savoir quelle est la position réelle de l'UMP sur l'Europe. Nous sommes différents sur l'écologie, nous considérons que la transition écologique, c'est le sauvetage du monde et qu'on ne peut pas laisser la planète disparaître sans rien faire, mais pas une écologie teintée d'idéologie comme le pratiquent les Verts, une écologie pragmatique, une écologie positive. Et puis... nous sommes au fond ceux qui voulons essayer de redonner à l'humanisme son rôle dans la société, entre les tenants ou les héritiers du marxisme, entre les individualistes, les capitalistes, d'essayer de redire qu'au fond, le combat politique, c'est pour l'homme, c'est pour sa place dans la société, c'est pour qu'il retrouve sa dignité, sa liberté d'agir, sa capacité à s'épanouir. Donc sur tout ça, on fabrique un parti politique et on va être présent aux élections. On a vocation effectivement à être présent à toutes les élections. On a vocation, si les Français nous font confiance, à gouverner le pays. Mais après tout, notre famille, elle a gouverné le pays il y a 40 ans. Et je crois que 40 ans après, les gens se disent que les années Giscard n'étaient pas des années si mauvaises pour la France, que la croissance était là, que les déficits n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, que la France était européenne, qu'elle était innovante, qu'elle était conquérante en matière industrielle. Et on veut dire aux Français, vous avez essayé le Parti Socialiste, vous avez essayé l'UMP, vous avez peut-être d'autres tentations. Il y a aussi une force politique qui existe, c'est celle qu'incarne l'UDI. Eh bien, le retour du giscardisme, on va voir. Mais pourquoi pas ? Non, une question de Corinne Laurent de La Croix. Oui, l'UMP s'apprête à élire son président. Si l'heureux élu est Nicolas Sarkozy, serez-vous pour lui des partenaires matin, midi et soir, pour reprendre l'expression qu'il a employée ? D'abord, les alliances politiques, elles se font de parti à parti. Ce n'est pas une allégeance d'un parti à un homme. Et notre vocation, nous, c'est l'indépendance. Mais pas l'isolement. C'est sans doute ce qui peut faire la différence avec le centrisme tel qu'il a pu s'incarner depuis quelques années. L'indépendance qui confine à l'isolement ne mène à rien. Il faut une indépendance, mais dans le cadre d'une alliance politique possible. On l'a démontré aux élections municipales. On a regagné un tiers des villes reconquises sur la gauche.
On l'a démontré aux élections européennes. On a une alliance différente d'ailleurs, puisque nous ne pouvions pas nous allier avec une UMP dont on ne sait pas bien où elle va en matière d'Europe. Donc nous sommes totalement indépendants. Et nous avons vocation, pour les grandes échéances à venir et pour les échéances territoriales, les conseils généraux qui vont être réélus en mars, les conseils régionaux au mois de décembre prochain, à passer des alliances politiques. Mais s'allier avec quelqu'un ne veut pas dire se renier. Ne veut pas dire se soumettre. Et pour ce qui est de la grande échéance, parce que derrière votre question et derrière la personnalité de tel ou tel, je vois votre question sur l'élection présidentielle, eh bien nous réaffirmons clairement que nous avons vocation à avoir un candidat à l'élection présidentielle et qu'en 2016, nos militants choisiront notre stratégie présidentielle. Soyons clairs, Yves Gégaud, un candidat à l'élection présidentielle au premier tour du rendez-vous avec les Français, pas simplement à la primaire que voudrait organiser l'UMP. Soyons clairs. Alors, soyons clairs. D'abord, si c'est la primaire organisée par l'UMP, pour désigner, pour régler le problème de l'UMP... En ouvrant, bien sûr, à l'UDI. Et de ces multileaders, on n'a aucune vocation à participer aux primaires des autres. Deuxièmement, pour ce qui est d'une primaire, moi, je pense qu'il y a 3 conditions pour y participer. Si primaire il doit y avoir, il faut qu'elle soit totalement indépendante des partis, organisée par une autorité indépendante. Il faut qu'elle soit ouverte à tous les Français. Si vous faites la primaire juste avec les militants de l'UDI pour l'UDI et juste avec les militants de l'UMP pour l'UMP, ça n'a pas de sens. Il faut que ce soit une primaire ouverte à tous les Français. Puis la troisième condition qui aujourd'hui est loin d'être remplie, c'est qu'il faut qu'il y ait tous les candidats, de François Bayrou à Nicolas Sarkozy. Parce que si un des candidats dit « Ah mais moi la primaire, je ne veux pas en entendre parler, et quel que soit le résultat, je me présenterai », ça ne sert à rien. Donc si ces 3 conditions étaient réunies, Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, a dit qu'il soumettrait aux militants de l'UDI le fait d'y participer ou pas. S'il n'y a pas de primaire, oui. Et si ou si c'est une primaire interne à l'UMP auquel nous ne participerons pas, on a naturellement vocation à avoir un candidat au premier tour. C'est notre vocation de parti politique. Mais vous savez bien, Yves Gégaud, que c'est faire la courte échelle au Front National si vous êtes... s'il y a un candidat UDI et un candidat UMP. Ce que je comprends, c'est que la force de l'UMP, c'est d'avoir insufflé dans l'esprit des Français que le successeur de François Hollande ne pouvait être qu'UMP si on voulait qu'il soit dans l'opposition. Eh bien moi je dis que dans l'opposition, il y a aussi la capacité, si nous sommes en face, si nous avons fait notre travail, si nous avons un leader qui a ce leadership potentiel, à jouer notre carte, et que peut-être c'est l'UMP qui ne sera pas en capacité de présenter un candidat à ce moment-là. Qu'en sait-on ? Quand on voit les bouleversements de la vie politique de semaine en semaine, les éléments, les affaires et les interrogations, au fond, si nous n'existions pas, et si l'UMP s'effondrait, comme ça a été pratiquement le cas depuis quelques mois, ou continuait à s'effondrer, qu'est-ce qui resterait ? Donc oui, nous avons vocation à être présents à toutes les élections, y compris la présidentielle. Est-ce que nous serons des kamikazes pour aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive ? Non, nous sommes des hommes et des femmes responsables, et nous avons une vision démocratique des choses, puisque début 2016, c'est un congrès de l'ensemble des militants de l'UDI qui décidera de notre stratégie. Ceux qui nous écoutent, s'ils partagent notre vision de la société, peuvent rejoindre l'UDI pour être ceux qui décidons de la stratégie de l'UDI à ce moment-là. Merci. Une question de Romain Masneau. Quand vous voyez Alain Juppé qui est hué sur ses terres à Bordeaux lors d'un meeting de Nicolas Sarkozy lorsqu'il évoque l'union de la droite et du centre, est-ce que vous dites que cette primaire ouverte à la droite et au centre, c'est pas gagné d'avance ? Est-ce que vous dites que le centre pâtit encore du choix de François Bayrou d'avoir voté pour François Hollande au 2e tour en 2012 ? Comment vous interprétez cette situation ? Il faut qu'on soit clair, à l'UDI, nous considérons que le choix de François Hollande en 2012 était une erreur politique. Et François Bayrou, j'ai dit, de François Bayrou pour François Hollande en 2012 était une erreur politique. Et nous souhaiterions que François Bayrou reconnaisse qu'il s'était trompé. Ça me semble être un élément. La parole politique a du sens, je le disais tout à l'heure pour le président de la République, il faut reconnaître quand on s'est trompé. Les Français peuvent vous pardonner de vous tromper, ils ne vous pardonnent pas de vous enfermer dans une erreur. Deuxième chose, sur les images dont vous parlez de Bordeaux, moi j'ai été effectivement très choqué, je n'ai pas vu ça depuis très longtemps dans notre famille politique, de voir un leader siffler de cette manière-là. Ça prouve quoi ? Ça prouve d'abord que l'UMP a de graves problèmes d'unité et de cohérence, et je ne suis pas sûr que ce soit l'élection d'un nouveau président qui lui permette par magie de régler ce problème d'unité et de cohérence. Il y a un vrai problème de fond derrière tout ça. Puis ça prouve une deuxième chose auquel je suis très attaché, et je vous remercie de me donner l'occasion d'en dire un mot ici.
c'est que je pense que qui sème le vent récolte la tempête. Et qu'à force de faire du clivant, et qu'à force de bâtir un discours politique, de chercher tout le temps des ennemis, et qu'à force de monter les Français les uns contre les autres sur beaucoup de sujets, en expliquant que c'est l'autre qui est responsable et qui est coupable de tout, on finit par avoir un parti politique où pour s'exprimer, les gens sifflent plutôt que de respecter celui qui ne pense pas comme eux. Et qu'il y a sans doute dans la pratique politique et dans le discours politique un changement à opérer pour avoir un discours plus bienveillant. On peut ne pas être d'accord. Moi, je suis sûr que beaucoup de ceux qui nous entendent ici ne sont pas d'accord avec mon choix sur la loi Taubira. Je respecte ceux qui ne sont pas d'accord. Je demande juste de bénéficier du même respect et je me demande juste que les affrontements d'idées ne se déroulent pas dans des climats de violence, de haine, de sifflet, de rejet de l'autre, mais dans un respect mutuel et dans la dignité. Et peut-être que dans la pratique politique de l'UMP depuis plusieurs années, c'est sans doute ce qui m'a amené avec d'autres à le quitter, il y avait cette volonté permanente d'affrontement et de guerre qui est à mon avis le ferment d'une mauvaise chose pour la République. Moi j'aimerais que nous ayons une pratique politique plus bienveillante et qui rassemble plus loin. Donc il y a évidemment beaucoup de questions qui se posent chez nos amis de l'UMP, je le regrette, j'en suis malheureux pour les militants de l'UMP. Nous, on veut construire autre chose et je n'ai pas vocation, au fond, à savoir ce qu'il faudrait faire si j'étais à l'UMP, car je ne le suis plus. Merci Yves Gégaud d'avoir semé la concorde, la bienveillance aussi, et d'avoir été très clair dans vos réponses aux questions de nos trois journalistes. C'est la fin de ce Face aux chrétiens avec Yves Gégaud, député UDI de Seine-et-Marne. Nous nous retrouverons bien évidemment dans une semaine pour un autre Face aux chrétiens. Et si vous avez pris cette émission en cours, vous savez que vous pouvez la retrouver sur les sites de KTO, de La Croix, de RCF et de Radio Notre-Dame. À la semaine prochaine.